Je vais essayer de vous présenter effectivement le dernier livre que je viens de publier avec mon co-auteur Yves Dupont, qui donc s'appelle Le sacrifice des paysans. Ce livre, en fait, s'il fallait le résumer en un seul mot, en un seul effort, c'est de tenter d'éclairer de ce point aveugle, de penser cet impensé de notre culture. Quelles sont maintenant les principales thèses qu'on essaye de défendre dans ce livre ? Première ligne, premier point essentiel, c'est la notion même de productivisme. On a interrogé cette notion sous 3 angles différents. D'abord, une interrogation théorique, ce qui nous a conduit à formuler une définition à la fois plus large et plus précise que celle qu'on entend couramment. Le productivisme, ce n'est pas simplement le fameux toujours plus de croissance qu'on répète constamment, que l'on soit d'ailleurs partisan ou détracteur de cette croissance. C'est en fait, pour nous, un phénomène beaucoup plus grave. C'est l'idée consubstantielle à l'esprit de la modernité et du capitalisme, selon laquelle tous les êtres humains, les sociétés, les produits de la science et de la technique ou des technosciences aujourd'hui, les animaux, la nature, doivent devenir un simple matériau au service de la quête de puissance et de l'État de plus en plus réunis. Voilà la proposition que nous avons faite théorique autour de cette notion de productivisme. Ensuite, nous avons interrogé la notion de productivisme de façon historique. On revient assez longuement dans notre ouvrage sur la façon dont s'est déployé le productivisme en France, du déploiement des logiques et des politiques productivistes. Et on y revient donc assez longuement dans une première partie qui est intitulée « Des 30 glorieuses aux 40 honteuses ». Et donc on distingue en quelque sorte dans ce livre et dans ce panorama général du productivisme, au fond, un social-productivisme qui est intégrateur des individus, qui cherche un compromis entre les forces du capital et du travail qui va s'incarner dans les idées du programme du CNR. Et puis, à partir des années 80 et depuis, on est entré dans un productivisme désintégrateur, en quelque sorte, où, en même temps que les élites dirigeantes circulant de plus en plus vite du privé au public et vice-versa, détruisent l'État social et où le capital, d'une certaine façon, prend sa revanche, réactualise les fondamentaux de l'exploitation capitaliste. Deuxième élément, c'est la dimension religieuse du productivisme, ce qu'on a appelé modernisation de l'agriculture, c'est-à-dire le passage du paysan à l'agriculture productiviste, s'est opéré au travers du travail des jacistes, de la jeunesse agricole catholique, qui a joué un rôle absolument essentiel en diffusant un certain nombre d'idées, d'idéaux. Tout ça a été au fond l'esprit, le stimulant, à l'époque, le stimulant du progrès technique et du progrès social en agriculture. Et ces mêmes idéaux d'ailleurs seront très importants, seront repris par les agriculteurs qui vont se renommer paysans et fonder par exemple la Confédération paysanne au moment où ils s'apercevront qu'effectivement ces idéaux sont trahis en quelque sorte par le développement productiviste et technicien. Et puis enfin, dernier élément général ou essentiel à ce déploiement, effectivement on travaille sur les 70 dernières années, que les dégâts écologiques notamment ont été de plus en plus évidents et que les 30 glorieuses ont été aussi comme on dit, des 30 ravageuses et qu'elles ont préparé assez largement l'ère des catastrophes répétées dans laquelle on est aujourd'hui entré. Mais aussi on s'intéresse en termes de continuité au développement d'une bureaucratie et au pouvoir transformateur d'une couche technocratique qui est censée piloter la société, que l'on voit dès le début, dès l'après-guerre au travers de la fondation du commissariat général au plan, jusqu'à la construction de la supranationalité européenne ou de la dictature à la fois institutionnelle et de fait de la finance globalisée aujourd'hui. Dernière façon dont nous interrogeons le productivisme, c'est au fond une interrogation anthropologique. Dans le sillage de Marx, qui avait bien vu dès le 19e que la dépréciation, je cite, du monde des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du monde des choses, ou bien dans le sillage aussi des leçons du philosophe Gunther Anders sur la bombe atomique, qui disait dans l'obsolescence de l'homme, la production de moyens est devenue la fin de notre existence et les moyens
justifie les fins. Nous avons développé toute une série de réflexions sur la fabrication progressive, depuis l'homme de la consommation, l'homo consumeris, à l'homme des nouvelles technologies, l'homme qu'on a appelé connecticus, de type humain, qui sont finalement assez adaptés à la logique du productivisme et à son accélération présente ou future. Deuxième grande notion ou d'exploration que l'on fait dans ce livre, c'est bien sûr le sacrifice des paysans. On y revient en explorant plusieurs clés de lecture et d'interprétation, et je vais en citer 3. L'ensauvagement des paysans, c'est-à-dire la façon dont on a considéré les paysans et leur société comme des Indiens, des sauvages de l'intérieur qu'il fallait réduire, convertir de gré ou de force à la modernité. Deuxième point sur lequel, clé de lecture sur laquelle on revient, c'est le classement qui a été fait dès l'après-guerre entre agriculteurs archaïques, traditionnels ou novateurs, et qui en fait a servi de système de tri et d'élimination. Troisième clé d'interprétation qui suit ce questionnement sur la sacrifice des paysans, c'est l'entrée dans les dernières décennies dans une démesure productiviste illimitée. C'est cet empire en fait de la technique et de la marchandise qui s'applique à tous les secteurs productifs, remodèle les hommes, les sociétés et la nature et constitue en fait pour les cercles dirigeants et leurs multiples relais dans les institutions ou la société, les signes actuels de ce qu'est le développement, la science, le progrès. Et enfin, on revient à cette question du sacrifice de paysans de façon synthétique dans la conclusion de l'ouvrage, où on a rassemblé les 7 raisons principales pour lesquelles les sociétés modernes sacrifient, font disparaître les paysans, et pourquoi le paysan est au fond un parfait bouc émissaire de la modernité. Par exemple, le fait que le paysan, c'est l'homme qui est en rapport immédiat avec l'organique et qui est donc au fond le contraire de l'univers moderne, aseptisé, hygiénisé. C'est aussi le fait que le paysan, c'est l'homme du lien à la terre, inscrit dans son milieu social et naturel. C'est aussi que le paysan, c'est, à la différence de l'agriculteur productiviste, c'est l'homme de l'autonomie précapitaliste. Bref, c'est celui qui s'est le plus longtemps historiquement opposé à entrer, selon la formule de Marx, dans la marmite d'alchimiste du capital, dans laquelle on est tous, de bon gré ou malgré nous, de plus en plus plongés. Et effectivement, ce sur quoi on insiste beaucoup dans ce livre, c'est que le sacrifice des paysans, c'est en fait celui de tous ou presque. Troisième fil qui court dans notre livre, c'est la question ou des alternatives au productivisme capitaliste. Je vais dire les choses clairement. En fait, on est assez critique dans ce livre, non pas des actions alternatives de toutes sortes, mais d'un discours qui est tenu par certains, qui nous paraît à la fois très optimiste et naïf, qui est tenu par certains écologistes sur cette question des alternatives. D'abord, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, s'il y a beaucoup d'esprits éclairés, critique du productivisme dans cette nébuleuse anti-croissance, il y a aussi beaucoup de gens passablement bisounours dépolitisés, de gens qui croient très sincèrement avoir trouvé la bonne solution d'après la fin des grands récits révolutionnaires, en faisant miroiter plus ou moins clairement qu'au travers de 1001 initiatives locales durables, ça va faire un changement de société. Ce discours, finalement, nous paraît un tantinet mystificateur, en fait. Il laisse complètement de côté, à notre avis, ce qu'est une pensée proprement politique, c'est-à-dire transformatrice des institutions. Toutes ces alternatives éco-citoyennes ne sont pour l'instant, finalement, que de peu de poids face aux forces d'en face, c'est-à-dire celles du capitalisme, des multinationales et des institutions publiques. Dernier fil conducteur de notre livre, c'est la Confédération paysanne. Alors on lui rend hommage en fait de deux façons. On explique qu'on développe l'idée que ces paysans contestataires du productivisme ont su rompre avec le productivisme, se constituer en acteurs collectifs, en parvenant à convertir, à un moment donné, leurs épreuves personnelles de milieu en enjeux collectifs de structure sociale.
Et finalement, patiemment, peu à peu, construit le projet qu'on appelle d'agriculture paysanne aujourd'hui et qui a maintenant essaimé un peu partout sur la planète et rencontré aussi ses équivalents étrangers. Et puis ensuite, on leur rend hommage à la Confédération paysanne d'une autre façon, en revenant assez longuement sur les valeurs qu'ils ont portées et dont ils restent porteurs et qui sont symbolisées incarnées au fond par l'idée d'agriculture paysanne et le fait qu'ils ont repris intelligemment et fièrement leur nom de paysans. Ils ont été prudents dans les investissements, l'endettement, les systèmes techniques de production, ils ont été prudents face à l'artificialisation chimique ou génétique du vivant. Ils ont aussi montré une autre valeur, ils ont montré la voie de la solidarité. Troisième exigence qu'ils ont porté, le pluralisme. Ils l'ont porté par la diversité culturelle, en fait, qu'ils ont impulsé dans les campagnes françaises. Ce pluralisme, ils l'ont aussi exprimé par la remise en cause par la FNSEA et les jeunes agriculteurs de la politique agricole, et pluralisme encore face à la dictature conjointe des institutions supranationales et des multinationales. Il faut ajouter à ces trois valeurs une autre, c'est le devoir de désobéissance qu'ils ont su faire monter au travers des faucheurs de GM, etc. Et le devoir de désobéissance qui aujourd'hui pris quand même une certaine ampleur, même si ça n'est loin de là pas suffisant. Donc pour résumer et finir sur un message d'espoir, je dirais qu'il y a bien dans ces quatre valeurs qui ont été portées par la Confédération paysanne une leçon qui vaut pour nous tous et l'ébauche en quelque sorte d'une philosophie sociale post-productiviste et post-capitaliste dont on ferait bien tous de s'emparer.